y a un tremblement de terre. Un puissant séisme d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Ce chiffre du nombre de morts va continuer d'augmenter probablement, je ne serais pas étonné durant les 10 prochains jours. 4 000, 5 000. Je rappelle juste qu'on n'est pas encore arrivé à toutes les régions touchées et qu'il y a d'ailleurs beaucoup de voix qui commencent déjà à s'élever sur les réseaux sociaux pour dénoncer justement l'état de vétusté de certaines routes qui, pour le moment, sont en train de retarder les secours. Je suis marié avec une Marocaine qui a 30 ans. Son père me parle encore régulièrement du séisme de 60. Donc c'est une région qui a été marquée par le séisme de 60. Les grands-parents m'ont parlé aux petits-enfants, les parents aux enfants. C'est vraiment le passé qui revient. On a l'impression de vivre les paroles des grands-parents. C'est d'une très grande tristesse, mais ça nous ouvre les yeux sur une réalité qu'on a tendance à oublier, à savoir qu'il y a encore une grande portion du peuple marocain qui vit quand même dans une grande pauvreté. L'une des raisons de ce nombre catastrophique de victimes, c'est que les habitations n'étaient pas des habitations qui étaient donc aux normes, et ça, c'est l'une des caractéristiques donc de la pauvreté. Écoutez, c'est une catastrophe naturelle qui a touché le Maroc de façon très, très violente, puisque c'est le tremblement de terre le plus violent au Maroc depuis plus d'un siècle. C'est un tremblement de terre qui a été plus violent que le tremblement de terre d'Agadir au début des années 60, qui avait fait 12 000 morts. Aujourd'hui, on en est à 3 000 morts et il y a des chances que ce nombre augmente dans les jours qui viennent, puisqu'on est encore en train de retrouver des villages et donc déterrer des corps. Je voudrais noter un point extrêmement positif, c'est l'extraordinaire solidarité, c'est vrai internationale, mais j'allais dire surtout nationale, puisqu'il y a un élan de solidarité qui est absolument extraordinaire, au point où aujourd'hui nous avons des problèmes d'acheminement, non pas parce c'est vrai qu'il y a des régions qui sont difficiles d'accès, mais aussi parce qu'il y a trop d'aide qui arrive et qu'il est donc de plus en plus problématique de la canaliser de la façon la plus efficace possible. Et donc voilà, nous sommes dans cette situation où les aides affluent, où les gens se mobilisent pour aider au maximum les victimes de ce tremblement de terre. Alors c'est l'impact qui est catastrophique et si vous voulez, bon, évidemment sur le coup, c'est d'une très grande tristesse, mais ça nous ouvre les yeux sur une réalité qu'on a tendance à oublier, à savoir qu'il y a encore une grande portion du peuple marocain qui vit quand même dans une grande pauvreté. Et c'est cette section de la société qui a été le plus touchée aujourd'hui, donc c'est les sections rurales. L'une des raisons de ce nombre catastrophique de victimes, c'est que les habitations n'étaient pas des habitations qui étaient donc aux normes. Et ça, c'est l'une des caractéristiques donc de la pauvreté. Et j'ose espérer qu'à l'avenir, justement, ce soit un rappel, un réveil pour justement avoir des politiques publiques qui soient beaucoup plus dirigées pour aider ces sections de la société qui souffrent le plus. Écoutez, l'autre grande leçon, surtout à l'adresse de ceux qui ont pu croire que le Maroc s'était démocratisé ou même était en voie de démocratisation, c'est que le régime lui-même nous a fait la preuve que le Maroc n'était pas un pays démocratique, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de gouvernement et presque pas d'État avant que le roi n'atterrisse sur le sol marocain. Puisque le roi était en France lorsque le tremblement de terre est arrivé, c'était le vendredi soir, donc à plus de 11 heures du soir, et le roi n'est arrivé que 19 heures plus tard sur le sol marocain. Et pendant ce laps de temps, alors que la terre entière se solidarisait avec le Maroc et des chefs d'État de par le monde avaient officiellement émis des messages pour soutenir et se solidariser avec le Maroc, aucun, et je dis bien aucun politicien responsable marocain n'avait dit quoi que ce soit. Et donc nous, les Marocains, on était là en attente de nos dirigeants pour nous dire ce qui était en train de se passer, comment l'aide allait s'organiser. On est en fait otage d'une seule personne avant que, je dis bien, pas seulement le gouvernement, mais que l'État fonctionne normalement. C'est la nature du régime marocain. La nature du régime marocain, c'est
la centralité de la monarchie et le monopole du pouvoir politique par la monarchie. Rien ne peut se faire sans passer par cette monarchie et sans passer par le roi lui-même. Et donc, ce qui fait que dans des situations d'urgence, la capacité de réaction de l'État est handicapée. Et on vous retrouve, Agnès Varamian. On a vu les secouristes espagnols, britanniques, qataris intervenir. Ils font partie des 4 pays avec les Émirats arabes unis, dont le roi du Maroc a accepté l'aide. Pourquoi ne fait-il pas appel à la France ? L'argument qui a été présenté, c'est de dire on est obligé d'accepter ces aides, j'allais dire, avec parcimonie et structure, parce qu'on souhaitait optimiser ces aides-là. Et que si on ouvrait les portes à toutes les aides, et jamais les voix officielles n'ont mentionné la France comme étant un pays qu'on voulait éliminer à tout prix, aucun responsable marocain qui a dit ça, mais en fait tout le monde a compris que l'État marocain voulait absolument éviter que la France apparaisse comme aidant le Maroc. C'est un argument qui ne tient pas. D'abord parce que si on doit recevoir de l'aide, je pense que logistiquement parlant, on reçoit de l'aide des pays qui sont plus proches de nous géographiquement. Alors, la France est plus proche de nous que la Grande-Bretagne, que le Qatar et que les Émirats. La France, sans peut-être être le pays le plus expert dans ce type d'aide ou de ce type de... Parce qu'en fait, le besoin immédiat qu'il y avait, c'était les capacités logistiques et techniques pour en fait sauver les gens qui étaient sous les décombres. L'urgence, elle était là tout à fait au début. Et la France a un certain savoir-faire dans ce genre de secours. Donc l'argument de dire c'était plus efficient pour notre population et pour nos victimes de recourir qu'aux Émirats, le Qatar, l'Espagne et le Royaume-Uni ne tient pas une seconde. Et tout le monde a compris en réalité que ce n'est que la conséquence des relations tendues qui existent entre le Maroc et la France. Ça fait des mois qu'il n'y a pas d'ambassadeur marocain à Paris. Il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France aujourd'hui. Et il est de notoriété publique que le roi et le président Macron ne s'adressent pas la parole. Et puis, il y a eu des incidents qui étaient quasi publics et quasi officiels entre les deux États. Le dernier en date, et c'est celui qui est le plus avancé par ceux qui aujourd'hui en veulent à la France à partir du Maroc, c'est la question du Sahara occidental. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, a été annexé par le Maroc en 1975. Mais aucun règlement définitif n'est venu inscrire son statut dans le marbre. Le Front Polisario, un groupe armé local soutenu par l'Algérie, se bat pour l'indépendance de la région. Il n'y a pas un iota de différence entre la France, l'Espagne et les États-Unis. Tous ces pays ont soutenu la position de l'ONU de dire que la solution doit être une solution politique qui doit recevoir l'agrément et l'accord des deux parties avec le respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc ceux qui disent la France nous trahit sur ce plan-là, sur cette question-là, je ne suis pas d'accord. Par ailleurs, je pense que le comportement de la France vis-à-vis du Maroc est critiquable à maints égards. Lorsque M. Darmanin décide de réduire de moitié l'octroi des visas, d'ailleurs pas seulement qu'au Maroc, à l'Algérie, je crois à la Tunisie, il y a eu une réduction de 30%. Là, il y a un vrai problème de la part de la France. Parlons des visas. Ces fameux visas. La France a donc décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains, 1/3 en moins pour les Tunisiens, quel que soit l'objet du voyage. C'est bien cela, quel que soit l'objet du voyage, Gérald Darmanin. On va diminuer très fortement le nombre de visas, mais ce n'est pas une politique nouvelle. Le président de la République l'a déjà fait il y a 2 ans et demi. Vis-à-vis de certains États du Maghreb. Nous, Marocains, sommes tout à fait en droit de ne pas d'être mécontents de l'attitude française. C'est une vraie faute de la part du gouvernement français d'avoir pris cette décision. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème, j'allais même dire, d'hypocrisie à ce niveau-là. Parce que moi, je veux bien, et encore une fois, il y a beaucoup de choses à critiquer vis-à-vis de la France, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'énerve contre la France alors qu'on est en business avec la France, littéralement, puisque la monarchie elle-même, le roi, à titre d'investisseur privé, est coactionnaire d'une entreprise qui est basée à Safi avec l'État français, avec Engie, qui est contrôlée par l'État français.
Pourquoi est-ce qu'on accepte cet état de fait? Pourquoi est-ce que le roi en premier, on achète des propriétés de luxe à Paris si on a un tel problème avec la France? Donc pour moi, mon problème est un problème de cohérence. Il faut qu'on soit cohérent. Pourquoi, et ça, ce sont les vrais problèmes dont personne ne parle. Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas ce que fait Total au Maroc? Total est parmi les grandes entreprises pétrolières au Maroc qui ont été prises la main dans le sac, manipulant les prix. Il y a eu d'ailleurs un rapport du Parlement marocain qui le montre, et personne n'a vraiment attaqué Total. Pourquoi? Parce que Total est numéro 2 du marché. Qui est numéro 1 du marché? Le numéro 1 du marché, c'est Africa, qui est dirigé par qui? Par le Premier ministre marocain. Donc moi, je trouve que vis-à-vis du peuple marocain, il y a une grande hypocrisie qui est injuste. Il faut attaquer, à mon avis, il faut attaquer le comportement de ces pétroliers avec Total. Et il faut donc qu'on ait une sérieuse discussion avec nos partenaires français sur le fait que les entreprises françaises viennent au Maroc profiter du système rentier marocain. Mais il faut aussi qu'on ait le courage de nous attaquer à nos propres élites qui, elles aussi, bénéficient de ce système rentier. Et c'est ça le genre de débat qu'on doit avoir. Et si, pour utiliser une petite formule un peu... Je trouve que l'attitude de la diplomatie marocaine, elle est caractérielle. Je pense qu'on confond avoir du caractère et être caractériel. Et je pense que le Maroc doit avoir du caractère. Je pense qu'il est tout à fait normal et c'est à encourager que le Maroc ait une position forte par rapport à ses propres intérêts. Mais il faut qu'on définisse ses intérêts. Il ne faut pas que ce soit les intérêts d'une certaine élite par rapport au peuple. Or, justement, les mécanismes qui nous permettent de faire ça sont quasiment inexistants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système autoritaire où les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Et c'est ainsi qu'on trouve en fait la nature rentière du régime, se cacher, se parer des atours du nationalisme. Et c'est ça, moi, qui m'énerve beaucoup. C'est que moi, je veux bien qu'on critique les partenaires. Il y a des choses à critiquer, mais il ne faut pas qu'on permette à des intérêts particuliers marocains de se cacher derrière quelque chose qui est noble, qui est celle de la souveraineté et de l'indépendance du Maroc. Je crois qu'il y a quand même un sentiment assez partagé de rejet de l'attitude de la France vis-à-vis du Maroc. Et c'est une accumulation. Là aussi, je veux dire, quand on dit qu'on veut rejeter le paternalisme français, ce avec quoi je suis totalement d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le disait pas quand il y avait encore plus de paternalisme sous Chirac? J'allais même dire presque littéralement. On n'en parlait pas à ce moment-là. Quand les élites françaises venaient à la Mamounia et revenaient chanter les louanges du régime marocain, les élites marocaines ne parlaient pas du paternalisme français. Le paternalisme français, on le découvre aujourd'hui. Effectivement, il existe sous certains aspects. Je parlais des sujets dont on ne parle pas qui sont problématiques. Le TGV en est un. Le TGV, je considère, est un crime contre l'économie marocaine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un système de santé, on a besoin d'un système d'éducation, etc. On n'a pas besoin d'un TGV qui coûte, je crois, 3 milliards d'euros. Et ça a été fait pour faire plaisir à Sarkozy. Et donc la France, à mon avis, est coupable dans cette affaire-là. L'État français est coupable. Il fallait créer des emplois pour Alstom. On nous fourgue un TGV et nous, on est très heureux de clamer à la tête, à la face du monde que nous sommes le seul pays d'Afrique à avoir un train à grande vitesse, alors que nous avons des manques criants au niveau de notre système social, nous avons des manques criants au niveau de notre éducation. Et juste pour terminer là-dessus, vous savez que le Maroc est l'un des pires pays en termes de classement de développement humain dans la zone du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord. Les seuls pays qui sont derrière nous, ce sont le Yémen, la Syrie, des pays en fait, ou bien très extrêmement pauvres, ou bien en guerre civile. Mais tous les pays qui sont un tout petit peu développés sont au-dessus du Maroc. Donc lorsque on arrive au Maroc et qu'on trouve de super aéroports, de super autoroutes, etc., il faut qu'on se pose la grande question du coût d'opportunité. Cet argent, où est-ce qu'il aurait pu aller s'il n'avait pas été mis là? Est-ce que ce tremblement de terre a démontré, entre autres, c'est pas la seule illustration de ce problème, c'est que nous avons des manques ailleurs qui, à mon avis, sont beaucoup plus dans l'intérêt du peuple marocain, qui auraient mérité qu'on investisse dedans. Qu'a réussi à faire le régime marocain dans les années 2000, en fait avec l'arrivée du roi actuel, je dois dire malheureusement, puisque moi j'ai été directeur, on a fondé le journal sous Hassan II, et pendant les 2 années où le journal a existé sous donc la monarchie de Hassan II, le journal n'a jamais été interdit. La première fois que nous avons été interdits, les 2 fois où nous avons été interdits, c'était la première année du règne de Mohamed VI. Et ça, les gens l'oublient. Le Maroc, à un moment, avait l'indice de liberté de la presse le plus élevé, en fait le meilleur, c'est-à-dire le plus bas, dans la région Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est le pire. C'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes pires que l'Algérie, nous sommes pires que la Tunisie. Et donc,
Notre expérience est intéressante parce qu'elle démontre comment, en fait, le régime a réussi à mettre fin à cette vague d'institutions, et le mot est important, d'institutions médiatiques indépendantes. Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des voix qui ont donc utilisé les réseaux sociaux, donc l'émergence des réseaux sociaux, pour parler de façon indépendante de ce qui se passait. Et elles aussi, aujourd'hui, sont en train d'être attaquées. Et aujourd'hui, ce que fait le régime marocain, on avait appelé ça déjà du temps du journal, la bénalisation du régime marocain. C'est-à-dire, on utilise les techniques qu'utilisait Ben Ali contre l'opposition tunisienne, à savoir des montages vidéo pornographiques, enfin, ce genre de choses, mettre des caméras. Il y a un cas célèbre d'un grand intellectuel marocain à qui on a mis une caméra dans la chambre. The Economist a fait, encore une fois, c'est pas Le Monde qui en a parlé, c'est The Economist, qui est le journal des élites mondiales, qui a fait un article là-dessus. Donc on est passé à ce type de répression, avec le retour avec force de ce qu'on pourrait appeler une police politique, qui fait que la liberté d'expression s'est dégradée de façon substantielle. Et aujourd'hui, même ceux qui osent s'exprimer sur les réseaux sociaux sont poursuivis, même quand ils ne sont pas connus, même quand ce ne sont pas des journalistes ou des intellectuels. Là, nous avons des citoyens normaux qui, parce qu'ils ont osé critiquer le régime, se retrouvent avec des condamnations de plusieurs années de prison. En étouffant la parole digitale, l'État compte établir le respect des institutions au forceps. Victime collatérale, la liberté d'expression, accuse le magazine Tel Quel, qui revient notamment sur les cas d'Ayoub, 18 ans, condamné à 3 ans ferme pour outrage à la personne du roi, de Moul Kaskita, youtubeur condamné à 4 ans ferme pour offense au roi, de Hamza, dit Staline, un jeune rappeur, condamné à 4 ans ferme pour atteinte aux sacralités. Donc aujourd'hui, c'est la situation au Maroc, c'est que la société marocaine a été obérée d'un outil très important de développement qui est celle de la liberté de s'exprimer à travers ces médias. Si on considère, je pars de cette hypothèse, si on considère que le traitement médiatique des médias français, du traitement des médias français de cette catastrophe qu'est le tremblement de terre est particulièrement vulgaire et problématique, alors je suis désolé, il faut aussi voir ce qu'ont publié les journaux anglo-saxons. Parce que les gens doivent lire ce qu'a publié The Independent, doivent lire ce qu'a publié le New York Times, qui est à la limite encore plus critique que ce qui a été publié en France. Les voix critiques du régime marocain n'ont pas été invitées sur les grands plateaux français. C'est une réalité. Rachida Dati, Samira Setaïl, etc., etc. Elles ont eu accès à BFM TV, elles ont eu accès à C'est à vous, donc à France Télévisions. C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Ça n'a pas été le cas des grandes voix critiques pour justement mettre en exergue les déficiences de l'État dans le traitement de cette catastrophe. Donc je trouve que cette attitude vis-à-vis de la France, en fait, doit être secondaire. Elle n'est pas si importante que ça. C'est pas pour défendre les médias français, je ne défends personne. Mais je veux juste, ce que je souhaite, c'est que pour que le Maroc fasse preuve de souveraineté et de force de caractère, nous devons faire face à la réalité et nous devons être sérieux avec les faits. Or, l'attitude que nous avons aujourd'hui, qu'ont certains aujourd'hui, n'est tout simplement pas sérieuse. Je continue de penser, peut-être un peu moins fort, que les relations et les intérêts croisés entre le Maroc et la France sont tels que c'est un orage qui va passer. Un des éléments qui font que le Maroc, sur le plan social, continue de tenir, c'est l'argent de nos travailleurs à l'étranger. C'est un élément très important. Le Maroc a gagné au loto grâce à ces travailleurs à l'étranger, puisque ces travailleurs-là transfèrent 10 milliards aux alentours de 10 milliards d'euros par an. Et pour vous donner une idée, tout le système de sécurité sociale, de redistribution au Maroc, c'est 6 milliards de dollars. En fait, c'est pas la France qui nous envoie de l'argent. C'est les Marocains qui vivent en France qui nous envoient de l'argent. De plus, la communauté d'origine marocaine en France commence à jouer un rôle de plus en plus important dans la vie publique française. Donc ces relations-là sont ténues de ce point de vue-là. Et puis, traditionnellement, la France était
positionné en faveur du Maroc sur la question du Sahara occidental pendant des années. Et très franchement, sur ce sujet-là, je pense que ça ne va pas changer. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'aller à l'encontre des intérêts du Maroc sur l'affaire du Sahara occidental. Et donc, nous avons intérêt à avoir de bonnes relations avec la France parce que notre avenir, même s'il est bon de diversifier vis-à-vis de l'Afrique, même s'il est bon de diversifier vis-à-vis de l'Asie, les chiffres et la réalité géographique fait que notre relation avec l'Europe et avec la France vont rester importantes, de la même façon que la France a besoin du Maroc, parce que le Maroc est un marché, le Maroc est un pays qui, je l'espère, sera plus émergent qu'il ne l'est, parce que il a, ce qui est sûr, c'est qu'il a un vrai potentiel, et que la France a tout intérêt à ce que le Maroc reste son allié.